Ce soir, je vais mettre fin à mes jours. On ne veut plus de moi, et ça tombe bien, je ne veux plus de moi non plus. Je vais m'exprimer vraiment pour la première fois de ma vie. Tout le reste était babillage, apparence. J'ai couru après des lunes inaccessibles. Je me suis trompé de soleil et de trottoir. Je me suis perdu. Je tiens à faire ça en douceur. Je n'ai pas de haine contre moi. Pas envie de souffrir. Aucune violence, non. Je veux juste disparaître. M'en aller les mains dans les poches. Me détacher. C'est le mot. Arrêter de vivre comme on détache un cheval. J'ai envie de me regarder filer dans la plaine en remuant la croupe. L'irréparabilité de cet acte me plaît. En dépit de nos pauses, nous pataugeons dans le remmédiable, drapés dans des absolus bien au-dessus de nos moyens. Nos gants et nos écharpes fouettent le vide. Nous paradons, pétoirs graissés à l'épaule, mais au final, tout se renoue, se recoue et se rabiboche. Nos âmes guerrières expirent sur les Marocains d'études notariales. Nous transigeons toujours. Ma mort sera modeste, et ça me plaît. Pas de tambour et encore moins de trompette. Elle ne descend pas un escalier lumineux entouré de beaux garçons. Pas de faire-valoir, pas besoin de lever de rideau ni de vedette américaine. T'es vivant, hop, t'es mort. Comme me l'avait dit un réalisateur autiste à propos de la disparition d'un de ses amis américains. T'es vivant, hop, t'es mort. Il me tarde de rencontrer cette symbiose parfaite de l'inéluctable et du silence. Bonjour. Bonjour Philippe Torreton. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Philippe Torreton, c'est un plaisir de vous accueillir en tant qu'invité d'honneur de cette deuxième édition du Festival du Livre de Créteil. Vous êtes présent avec nous aujourd'hui pour un entretien que nous allons mêler de lecture à voix haute, d'extraits de votre dernier roman, Un cœur outragé, dont vous venez de nous lire les premiers mots. Tout d'abord, quelques mots pour vous présenter. Philippe Torreton, vous êtes comédien, acteur et écrivain. En 1990, vous êtes entré à la Comédie Française, où vous avez interprété des rôles prestigieux. Lorenzaccio, Tartuffe, Georges Dandin ou encore Hamlet de Shakespeare, à qui vous avez consacré un livre. Pour vos talents de comédien au théâtre, vous avez reçu en 1996 le prix Gérard Philipe et en 2014, vous avez obtenu un Molière. En tant qu'acteur, vous avez joué dans de nombreux films. On peut citer entre tous Capitaine Conan de Bertrand Tavernier, pour lequel vous avez reçu en 1997 le César du meilleur acteur. En 2021, vous avez été fait chevalier de l'Ordre national du mérite. En tant qu'écrivain, vous avez publié une dizaine de livres. On peut rappeler par exemple Mémé, paru chez l'Iconoclaste en 2014, Une certaine raison de vivre chez Robert Laffont en 2021, ou encore une grande anthologie de poésie française que vous avez publiée en 2023 chez Calman Lévy. Aujourd'hui, vous nous présentez votre dernier roman, Un cœur outragé, qui vient de paraître chez Calman Lévy toujours. Nous allons bien sûr plonger dans votre livre et dans ses lectures, mais avant toute chose, c'est en tant qu'invité d'honneur de cette édition du festival que j'aimerais vous poser une première question. Un festival du livre, c'est un moment singulier. Pendant quelques jours sont réunis au même endroit les auteurs, les livres et les lecteurs. Est-ce que vous pourriez partager avec nous ce que vous inspirent ces événements littéraires et peut-être nous dire ce qu'ils vous apportent et peut-être plus particulièrement encore ce que ça vous apporte de participer à ce jeune festival de Créteil? Ah ben, bien sûr, je vais répondre à la question, mais tout d'abord, j'aimerais qu'on vous applaudisse parce que vous avez fait tout ça de mémoire et je trouve ça très fort. Bravo. Et ce n'est pas si fréquent parce que souvent, c'est une petite fiche qu'on lit comme ça et alors vous avez fait... Et là, bravo. Moi, j'aime bien les débuts. D'ailleurs, ça me rappelle un extrait d'une pièce de Fabrice Melchior qu'on joue en ce moment avec mon ami Vincent Garanger, où il parle à un moment donné du début. C'était un beau début, un vraiment beau début. Et je trouve que c'est un beau début, ce salon du livre de Créteil. C'est la deuxième édition. Et j'aime bien tout ce qui émerge, tout ce qui promet et qui tient certaines promesses déjà. Et on voit déjà ce que pourra être l'avenir. C'est-à-dire un festival du livre pour tous, au cœur d'une cité et au cœur des immeubles. Moi, ça me rappelle mon enfance en banlieue de Rouen. Et comme je disais hier, c'était à peu près les mêmes immeubles
que je voyais de ma fenêtre. Mais je n'avais pas la Maison des Arts et de la Culture, je n'avais pas la médiathèque Nelson Mandela. Il manquait 2-3 équipements à Grand-Quevilly, près de Rouen. Et donc, on s'accrochait quand même, on faisait ce qu'on pouvait. Alors, on a vu naître la bibliothèque, on a vu naître le théâtre Charles Dulin, et on s'est emparé avec force. On a fait ce qu'on a pu dans ce milieu un peu urbanisé à la va-vite. Et voilà, je trouve que c'est émouvant de voir tous ces gens qui travaillent, qui se mobilisent pour qu'on s'y sente bien. Et je dois dire à tous ceux et toutes celles qui bossent là-dessus, je m'y sens bien. La mission accomplie. Et voilà, alors on rencontre des gens et on sent que c'est timide. Voilà, il y a une timidité. C'est la 2e édition. Et vive la 3e, vive la 4e. Et je pense que, voilà, j'y vois un avenir vraiment radieux à ce festival du livre. Je ne sais pas si on dit festival du livre ou salon du livre, mais salon ? Festival, voilà, festival. Parce que les bases sont bonnes, je trouve. L'équipe est chouette, les gens sont animés d'une envie de faire merveilleuse. Donc, je ne vois pas pourquoi l'avenir ne serait pas radieux. Donc, soyons tous autant qu'on est là dans cette salle et dans les autres salles plus tard, mais des représentants de ce festival du livre. Et parlons-en autour de nous pour que la 3e édition soit encore plus fréquentée et rayonnante, et vraiment. Merci pour ces quelques mots pour le festival. Merci Philippe. Nous allons plonger dans votre livre « Un cœur outragé ». Dans ce livre, vous nous racontez l'histoire d'Albert Stéphan, un acteur qui a commencé très tôt sa carrière, qui a été star très tôt et que le cinéma a bien vite oublié. À l'aube de la soixantaine, cet acteur va avoir une idée folle pour tenter de reconquérir et de prendre sa revanche sur ce monde de paillettes qu'il avait négligé. La première question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi le cinéma était un bon décor, un bon environnement pour ce livre, puisque pour nous tous, le cinéma rime souvent avec paillettes, grands films et notoriété, mais dans ce livre, c'est un cinéma tout en clair-obscur, en ombre et en lumière. Vous nous emmenez vers le versant plus désillusionné du cinéma. Pourquoi avoir choisi ce décor pour ce livre ? Il y a toujours de multiples raisons à l'origine d'un livre. En premier, j'y vois un fantasme d'abord, un fantasme d'acteur qui est de disparaître. Voilà. Tous les acteurs aimeraient disparaître dans un personnage, sauf qu'ils ont le nom au générique, donc on sait qu'on ne disparaît pas vraiment. Et mon personnage, lui, va accepter de disparaître totalement, de changer de nom, de changer de visage. Et donc, c'est comme s'il passait le Rubicon, alors que les acteurs aiment être connus, en fait. Voilà, ils veulent disparaître tout en étant reconnus. C'est un paradoxe du métier d'acteur. C'est pas le seul, mais et donc qu'on admire leur travail dans cette voie de disparition d'eux-mêmes au profit d'un autre. Mais en sachant qu'ils auront le nom au générique et que c'est eux qui viendront faire les interviews à la télévision. Mais donc la disparition totale, non. Lui va accepter de disparaître totalement. Et effectivement, c'est un métier évidemment de paillettes, mais avec aussi de la sincérité, mais avec aussi des destins assez fabuleux. Mais c'est un métier dur, cruel. Beaucoup d'artistes veulent faire des films. Et on voit bien qu'il n'y a pas... même si la France produit énormément de films, mais voilà, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et c'est un métier, comme je le dis à un moment donné, qui aime beaucoup le talent, mais qui préfère le succès. Donc, parfois, on peut être amené à se demander, quand on est comédien, est-ce qu'il vaut mieux pas être relativement moyen dans un film qui cartonne, plutôt qu'excellent dans un film qui ne marche pas. Et c'est un peu la question que se pose mon personnage, qui arrive à l'aune de ses 60 ans, et qui a commencé très fort. Dès son premier film, il a été révélé, comme on dit, donc il a eu un César du meilleur acteur, et lui se voyait déjà, comme dit la chanson d'Aznavour, en haut de l'affiche, et avec le tout Paris à ses pieds. Et ça ne va pas se passer comme ça. Donc une grande souffrance. Et du coup, cet acteur va petit à petit
se rétrécir, en fait. Il va devenir relativement jaloux, aigri. Il a aimé le théâtre, parce qu'il a fait un passage à la Comédie Française. Voilà, vous allez remarquer qu'il y a quelques points communs avec celui qui est en train de parler dans le micro, là. Et l'âge, certains événements. Mais c'est le but de ce roman aussi. Je voulais que, justement, cette toile de fond de cinéma soit la plus réelle possible. Donc, et ça tombe bien, puisque l'auteur est comédien, donc j'en ai profité. Et j'ai raconté aussi certaines désillusions, certaines rencontres. Mais lui, contrairement à moi, n'est pas heureux dans sa vie. Il n'écrit pas, moi oui. Sa vie privée est assez triste, puisque sa femme le quitte pour un producteur. Moi, elle est toujours là. Enfin, je crois. Voilà, il vit seul avec sa fille. Et donc, voilà, tout ça est tristouné. Donc, il n'a pas grand-chose d'autre pour alimenter sa vie que le cinéma. Et peut-être ne s'est-il pas posé les bonnes questions aussi. C'est-à-dire que ce métier contient un risque. Quand on le fait bien, c'est celui d'être connu. Mais c'est un risque, c'est comme une maladie professionnelle. Si on est un bon acteur, et si on a un peu des petits coups de pouce du destin quand même, parce que il y a beaucoup d'excellents acteurs qui n'ont pas des carrières aussi mérifiques que certains qui ont moins de talent qu'eux. Mais voilà, disons que si on est bon et que si on a un peu de chance, on court le danger d'être connu. Voilà, parce qu'un film qui marche, c'est tout de suite des centaines et des centaines de milliers de spectateurs dans les salles. Alors qu'une pièce qui marche, c'est quelques milliers de spectateurs. Et donc, mais c'est un risque à courir. Mais c'est pas forcément un but d'être connu. Et moi, je me suis toujours dit ça quand j'ai commencé. Alors, c'est peut-être un orgueil de Normand qui a peur de l'avenir. Mais je me suis toujours dit, moi, tant que je serai en possibilité de jouer, je serai heureux. Et il se trouve que c'est ce qui se passe, donc je suis heureux. Malgré certains aléas. Moi, je fais un peu moins de cinéma en ce moment. Je me dis, ça peut revenir. Et puis, si ça ne revient pas, je m'en fous un peu, en fait. Le théâtre est là, l'écriture est là. Nous faisons de belles rencontres. Et tout va bien. Et puis, il n'y a pas que ça dans la vie. Enfin, voilà. Et puis, j'ai donné. Donc, moi, j'ai une certaine philosophie avec ça, que lui n'a pas. Donc, ça va être une souffrance pour lui. D'où cette idée qui lui vient un jour. Vous avez évoqué la cruauté du cinéma. Il y a un petit passage dans le livre, justement, qui retrace toute cette cruauté dont est capable ce monde qui peut être assez injuste. Est-ce que vous pourriez nous lire ce petit passage ? Le cinéma restait ma douleur, ma plaie. Le cinéma, c'est la jungle, la loi des plus forts. Si vous avez la chance d'en être, vous pouvez régner sur lui. Il reporte son intransigeance mise à mal sur les autres. Cette frange d'innombrables qui veulent jouer, tout simplement. Ce peuple d'humbles, ni voyous ni stars, pour eux et pour eux seuls. Il exige une sorte d'inconditionnalité. Il faut savoir user ses genoux ou lui péter la gueule. Il a besoin de sentir que sans lui, on n'est plus rien. Il n'aime pas l'autonomie. Il ne supporte aucune distance. Il n'accepte qu'une dépendance vitale, telle une déesse qui se nourrit de servilité, un art moderne qui fonctionne selon les us et coutumes du haut Moyen-Âge. Au sommet de la butte, le seigneur, producteur, à ses côtés les barons, réalisateurs, et la valtaille, dans laquelle on va puiser les forces vives. Alors, quand on a la chance de passer les lourdes portes en bois, il faut courber la tête et psalmodier sa reconnaissance éternelle. Le cinéma exige l'allégeance. Il veut voir briller la faim dans les yeux creux, les mâchoires serrées, prêtes à déchirer n'importe quel barbac, tout donner, tout oser, tout endurer devant la grande table sous les rires et les colibés, et puis un jour s'y asseoir pour de bon et rire à son tour des autres. En effet, ça évoque très bien ce sentiment qu'a ce personnage. Vous disiez tout à l'heure qu'il était un peu aigri. Et de ce sentiment va naître une créativité, une imagination. Il va avoir, je le disais, une idée folle pour reconquérir le cinéma. Il va choisir de disparaître pour réapparaître en pleine lumière.
Et il va y avoir une grande idée, celle de se trouver un nouveau personnage. Il va porter un masque, il va s'entourer d'une équipe, parce que pour faire un bon braquage, il faut une équipe. Oui. Et donc, il va s'entourer de 2 amis, un producteur et un technicien d'effets spéciaux, un maquilleur. Et à 3, ils vont inventer un nouveau personnage pour Albert Stéphan, pour essayer de reconquérir le cinéma. Est-ce que vous pourriez nous parler du montage, du casse du siècle, on peut dire, pour lui, pour le cinéma? Oui, il a... Comment dire? Donc il macère dans cette jalousie, dans ce déceptif vis-à-vis du monde du cinéma. Et un jour, son agent, il a le même agent depuis 30 ans, lui dit que dans l'agence, on ne veut plus le garder parce qu'il ne rapporte plus d'argent. Les fameux 10% que vous avez vus à la télé, j'imagine. Et donc, on veut le virer. Et elle lui dit, moi, pour l'instant, j'arrive à te défendre encore, mais je sens arriver le moment où je ne pourrai plus te défendre. Je n'ai plus d'arguments. C'est-à-dire que tu bosses plus, et non seulement tu bosses plus, mais les rendez-vous, tu n'y vas plus, tu fais la gueule, tu sors plus, etc., etc. Donc, elle lui soumet un programme de sortie. Elle dit, on va voir des avant-premières de films, on va voir des générales de théâtre, tu vas bien t'habiller, te doucher d'abord, et sourire aux gens, serrer des mains, et tu vas être gentil avec les gens, voilà. Et tu vas voir, ça va revenir. Et la première sortie, c'est une pièce de théâtre, une adaptation de La vie devant soi, de Romain Gary. Alors il y va, contraint et forcé, il serre les mains, il voit bien que les gens n'en ont rien à foutre de lui, mais il le fait quand même. Et évidemment, il trouve le spectacle à chier, il trouve que les comédiens jouent mal, la mise en scène est pourrie, mais il retient le texte. Il dit, c'est pas mal quand même. Et le soir, il en parle à sa fille, qui fait des études de lettres, qui prépare une thèse. Et il lui dit, tiens, j'ai vu ça, tu connais La vie devant soi, Romain Gary? Elle dit, ah bah oui, Émile Ajar. Il dit, bah non, c'était Romain Gary. Mais enfin, papa, tu connais pas. Et donc, comme il lit rien, il ne lisait que les scénarios qu'on lui proposait, mais comme on lui propose plus rien, eh bien, il ne lit plus rien. Et donc, elle lui explique tout ça, cette mystification incroyable, ces 2 prix Goncourt, ce destin à la fois brillant et tragique de Romain Gary. Et elle lui file des bouquins, elle lui dit, tiens, bah, comme tu fais rien en ce moment, enferme-toi avec lui, et lis tout ça. Et justement... Voilà. Héloïse n'en revenait pas. J'ignorais à peu près tout de la vie rocambolesque de Romain Gary. Je n'avais rien lu de lui. Cette histoire de prix Goncourt me disait vaguement quelque chose, mais je n'avais jamais vraiment cherché à savoir. Ma fille retroussa alors ses manches de thésarde et me raconta tout ce qu'elle savait. La liste des pseudos de cet écrivain, des noms étranges qui sonnaient comme des blagues. Fosco Sinibaldi, Chatan Boccat, Lucien Brulard, Émile Ajar. Les titres de ses œuvres pleuvaient dans mes oreilles ébahies, autant par la prolixité du bonhomme que par le savoir de ma fille. Ces femmes, sa quête de gloire, ses vies multiples, ces romans où s'entremêlaient le vrai et le faux, l'humour et le tragique, cette écriture libre, tellement libre qu'elle en dérouta plus d'un. Toutes ces langues qu'il parlait et tournaient dans les bouches de femmes, toutes plus belles et intelligentes les unes que les autres. Il baisait compulsivement, mais avec talent. Anglais, aviateur, résistant, français libre, diplomate. Rien que le simple récit de sa vie au plus près de la vérité aurait constitué une œuvre délirante. Et pourtant, il en a rajouté, il en a inventé, il a chapardé au grand bazar de la vie des autres pour gonfler les poches de la sienne. Un Goncourt n'était pas assez, il lui en fallait 2. Son petit cousin, Paul Pavlovitch, lié au secret par contrat, lui servit de prête-nom pour bâtir une œuvre parallèle à la sienne. Il courait à s'en déchirer le ventre après d'autres possibles, un semeur de début, un malade imaginaire tout autant qu'un malade de l'imaginaire. Il a chargé sa pauvre mule d'un foutoir international, d'un exotisme survolé depuis des zingues à hélice, et un soir de décembre, au seuil d'une nouvelle décennie, Brulard, Gary et Ajar ont pris feu dans la bouche de Romain Cassiou. J'en restai inerte, sonné. Héloïse me colla dans les bras les quelques romans de cet hydre littéraire. Un bisou sur sa tête si bien faite et je m'enfermai dans ma chambre avec ce cinglé génial. Cet homme me réveillait. Sa prose, sa vie, ses vies, devrais-je dire.
Tout en lui avait du clairon à la lueur de l'aube, tour à tour attachant et débectant, suffisant et incertain, sincère et cabot. Je lisais tout ce que je pouvais. Je ne sortais de ma chambre que pour aller pisser et prendre un bout de pain dur dans la cuisine. Seul mon emploi du temps, organisé par Magali, mon agent, m'obligeait à me laver pour aller me morfondre devant un film ou un spectacle. Mais ce monde artistique qui se pavanait d'avant-première en général se drapait d'insipidité à la lumière de ce Gary. Nos vies, nos petites vies gérées comme des épiceries de province, étalaient leur insignifiance sur la pellicule et les scènes parisiennes. Ce petit monde se regardait le nombril, tandis que Gary s'en trouait d'autres. Magali était contente de me voir ponctuelle et bien coiffée sur les parvis. Je lui donnais ma carcasse repassée et je gardais mes senteurs d'aisselle et mes caleçons de 3 jours, mes serviettes nouées en pagne pour Gary. On sent à vous lire, à vous entendre que Romain Gary vous a beaucoup inspiré, beaucoup touché. J'ai l'impression que dans beaucoup de vos livres, c'est l'occasion aussi pour vous de nous faire découvrir, nous faire rencontrer des auteurs, des comédiens, des écrivains qui vous ont inspiré, qui vous ont porté. C'était l'occasion de nous faire rencontrer ou redécouvrir Romain Gary. Oui, je ne sais pas s'il avait besoin de moi, hein, mais moi j'ai été fasciné par cet homme, autant par sa vie que par son œuvre. Et c'est rare d'avoir ça. Souvent, la vie des écrivains n'est pas si passionnante que ça. Et de temps en temps, oui, de temps en temps, c'est aussi exaltant, peut-être même encore plus d'ailleurs, que l'œuvre. Et quand je dis ça, c'est avec une admiration sans borne pour l'œuvre, mais sa vie est exceptionnelle. Quand on regarde sa vie, c'est incroyable. Et moi, je trouve ça tellement touchant, en plus, comme je le dis dans le roman, mais rien qu'en racontant sa vie, ça ferait déjà, il y a de quoi écrire des volumes entiers. Et pourtant, il a menti. Mais il a menti artistiquement. Mais il nous a raconté des carabistouilles, cet homme. Sa mère n'était pas du tout comédienne. Elle n'allait pas de tournée en tournée. Non, elle fuyait les pogroms. Et ce petit gamin qui devait courir derrière sa mère, ou dans des charrettes, ou dans des voitures, dans des trains, pour fuir la mort, dans cette Europe comme ça, barbare, antisémite, il a transformé ça en tournée théâtrale. Mais je trouve ça, c'est à pleurer. C'est à pleurer. Son père s'est barré, il devait être alcoolique. Lui, après, n'a jamais bu une goutte d'alcool de sa vie. Et à l'époque, il y avait un acteur russe du cinéma muet qui était beau. Ben, il s'en est fait son père. Voilà, il se l'est inventé, son père. Et etc., etc. Il a eu des aventures à la fois d'homme et de militaire incroyables, mais il a quand même piqué à droite et à gauche des anecdotes qui sont arrivées à ses collègues pilotes en Afrique et ailleurs. Et quand on lit sa biographie, on s'aperçoit que tel pilote interrogé sur Romain Gary dit « bah non, ça lui est pas arrivé, c'est arrivé à Jean-Michel », et etc. Et une sorte comme ça de boulimie, de raconter, de se raconter, mais en se servant des autres, non pas pour leur piquer des choses, mais pour faire exploser les vies, les codes. Et finalement, je trouve ça tellement touchant, quoi. Et donc, je trouvais que c'était l'antimatière de mon personnage, qui, lui, subit le désir des autres. Il attend que son téléphone sonne, que son agent lui propose quelque chose, un rendez-vous. Et Gary n'attendait rien. Il courait de femme en femme, de livre en livre, de vie en vie. Donc c'était l'exact pendant, à l'inverse de mon personnage. Donc je voulais ce choc-là. Et que ce choc lui donne envie, justement, d'aller dans cette supercherie qu'il va tenter d'être le Romain Gary du cinéma français. Il s'est dit, voilà, je vais avoir un 2e César, et je vais leur montrer à tous qu'ils sont que médiocres. Et le problème, c'est que ça va trop bien marcher. Il va disparaître sous son double, cette espèce de golem qui s'est inventé, et va connaître un succès, mais délirant, immédiat. Et là aussi, c'était l'occasion de montrer aussi comment peut fonctionner aussi ce monde du cinéma, qu'on appelle parfois une famille, mais une drôle de famille. Et ça marche aussi par engouement. Tout d'un coup, ça y est, on a repéré la perle rare, le côté rustique qu'on aime bien.
qui fait bien dans les pubs quand on vend du camembert industriel. On aime bien avoir un vrai faux paysan à côté qui dit « Oh, mais c'est bon, ça !» Et comme la mère Denis avec les lave-vaisselle. Voilà, on aime bien tout ça. Et le cinéma aime ça. Il aime le brutal comme ça, le brutal pas trop, parce que si ça dépasse un peu, c'est moins bien. Mais voilà, on lui lime un peu les dents et ça va le faire. Et je voulais montrer ça aussi, quoi, ce monde, finalement, cinéma, mais parisien aussi, pour le brutal de province qu'on va dégrossir. Mais en attendant, ça va être chouette. Il donne un label comme ça authentique au film, aux interprétations. Et je voulais dénoncer ça un peu. Pour préciser un petit mot, en fait, donc Albert Stéphan va se grimer et devenir Pascal Pélisson, qui est donc un berger, qui est vaguement ami avec un producteur de longue date. Et c'est ce personnage-là qui va être inventé. C'est pour ça que vous parliez de l'idée d'amener le paysan dans les paillettes. Oui. Il va pas aller avec le dos de la cuillère, il va s'inventer en berger au fin fond de ses champs avec ses rôles. Absolument, mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment un groupe de malfrats qui prépare un casse. Donc tout ça s'est fait en séance de brainstorming comme ça, parce qu'ils se sont dit, comme je me le suis dit pour l'écrire, moi je suis parti que c'était vrai. Le postulat, c'est vrai. J'ai envie de faire ça. Donc j'ai été voir mon ami maquilleur d'effets spéciaux, celui qui a fait mon nez pour Cyrano, et que j'ai joué à Créteil. Et je lui dis, voilà, partons du principe que je le fais. Je me change, je me grime, et je vais essayer d'obtenir un rôle dans un film. Et alors, il est parti de mon visage, donc on a commencé à travailler là-dessus. Et on n'a pas été jusqu'à réaliser le maquillage, mais on a vraiment travaillé. Lui, il a dessiné, il m'a dit on pourrait faire ça, agrandir la mâchoire, etc. Enfin bref. Et petit à petit, pour les contraintes de ce que j'explique là, parce que je voulais que ce soit très précis, très vrai. Et on allait vers une tête un peu bizarre quand même, avec des cheveux énormes, des yeux bleus, les dents du bonheur, un maxillaire un peu comme ça. Et on s'est dit quand même, c'est bizarre. Après, on s'est dit, mais qui dit film dit maquillage. Donc comment faire pour que le personnage en question ne passe pas au maquillage? Parce que là, impossible de trahir une maquilleuse ou un maquilleur. De près, on voit qu'il y a du rajout de silicone. Et on s'est dit, on va lui inventer une maladie de peau. Avec certificat médical, on va trouver un nom bien dégueulasse qui fait peur. Et la maquilleuse sera trop contente de dire, ouais, non, j'y touche pas. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'on butait sur quelque chose, ça me donnait, moi, une possibilité, une matière littéraire pour inventer. Et on s'est dit aussi, pour le premier film, il est impossible que le producteur ne soit pas au courant. Parce que comment engager un inconnu total de à peu près 55 ans? Il peut toujours passer un casting, mais ça aurait été très incertain. Donc on s'est dit, parlons-en à un producteur, et le producteur pourra l'imposer sur un petit rôle, parce qu'il s'agissait d'un tout petit rôle, évidemment. Pour des raisons de maquillage aussi, parce que c'était quand même 3 heures de maquillage, donc il ne pouvait pas enchaîner les journées de tournage. Et puis on ne donne pas un rôle important à un inconnu qui débarque comme ça. Et ça tombe bien, j'avais un ami producteur qui produit de moins en moins de films, qui veut profiter de la vie, qui est le producteur de Monsieur N, un film d'Antoine Decaune, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Et on est resté très proches. Et lui, c'est un peu une sorte de gentleman, comme ça, qui aime bien les trucs un peu à côté de la plaque. Et on s'est dit, ça correspondrait. Donc, et donc, je l'ai mis dans mon roman sous le nom de Paul Kuhn. Et ce Paul dit, au cours d'une séance comme ça, préparatoire au casse du siècle, il s'est dit, je vais faire courir le bruit que j'ai une maison, enfin, il a une maison de toute façon en province, comme tout producteur de cinéma français qui se respecte, dans le sud de la France, hein, évidemment. Oui, pourquoi s'emmerder? Et je vais dire que c'est mon voisin, berger, avec qui je m'entends bien, et je lui trouvais une faconde, une façon de raconter les choses incroyable, que je me suis dit, un jour, si j'ai un rôle pour lui, je l'imposerai dans un de mes films. Et il dit, ça tombe bien, en ce moment, j'attends la réponse de Jean Dujardin et de Marion Cotillard, parce que ce livre a un casting de rêve, et on y trouve aussi Brad Pitt et Cate Blanchett et Adam Driver, hein, c'est international, ce roman. Et donc,
Et il prépare une comédie, il attend la réponse de ces 2 stars, qui, si elles disent oui, le film est monté, évidemment, donc on attend. Et il dit, il y a un rôle de psy, parce que c'est l'histoire d'un couple qui se déchire, et un psy qui a une journée de tournage, une scène le matin avec Jean Dujardin, et une scène l'après-midi avec Marion Cotillard. Et il dit, ce serait parfait pour ce rôle. Les 2 stars disent oui, et le voilà propulsé à tourner pour la première fois. Et il commence avec Jean Dujardin. Évidemment, il arrive sur le tournage avec cette tête bizarre. Tout le monde sait que c'est un berger de Provence, ami du producteur, imposé par le producteur, alors qu'il y avait un agent célèbre qui voulait le rôle pour lui, etc. Et que tout le monde voulait caser un copain dans ce rôle-là. Donc il tient bon, il le donne à ce berger. Alors pour accentuer l'idée, ils font venir, avec une belle plaque 85, je crois, une bétaillère, pour qu'il arrive sur le décor, dans le 7e arrondissement, avenue de la Bourdonnais, en bétaillère, en faisant croire qu'il arrive de Lourmarin. Et ils mettent de la paille dedans, et lui, il va chez 4 hommes acheter quelques fromages de brebis, il met ça dans une boîte en carton pour faire terroir, et comme ça, il donne ça à tout le monde. Et évidemment, on voit arriver une espèce d'olibrius incroyable, qui a refusé de porter les costumes que Séchinelle lui présentait la costumière. Il ne garde qu'une veste, mais qu'il pose sur un t-shirt d'arracheur d'OGM et des Birkenstock avec des chaussettes de tennis aux pieds. Et tout le monde est un peu comme ça, en le voyant arriver. La costumière le prend très mal. Elle monte se plaindre au réalisateur et sort Jean Dujardin de sa loge maquillage, qui le voit de loin et qui fait « super !» Il dit « je voyais pas le rôle comme ça, mais je change rien, c'est génial !» Et voilà. Et c'est comme ça. Et en plus, donc le tournage commence et il est extraordinaire. Il est drôle. Et les gens sont morts de rire de ce look de psy, parce qu'il faut imaginer un psy, il a un gros chameau. Et sa première réplique dans le film, c'est « excusez-moi pour le désordre, mais j'ai eu un dégât des eaux ». Et avec cette tête-là, ce passif de berger de Provence qui arrive, copain du producteur, avec un gros chameau. Et donc, il devient la coqueluche tout de suite de ce tournage. Et voilà. Et ça va marcher tout de suite très fort. Et lui, à un moment donné, en dessous, sous le silicone, Albert Stéphan, de son vrai nom Jean Damien, se dit, mais pourquoi ça va aussi vite et aussi fort, alors que c'est moi. C'est moi qui joue. Et pourquoi il m'aime, alors qu'il m'aimait plus? Et ça le taraude. Voilà. Et ça va devenir sa hantise, en fait. Et vous évoquiez à l'instant le fait qu'en effet, cet homme a pris un nom d'acteur. Tout au long du livre, le thème du masque est assez récurrent. Le masque que porte l'acteur, évidemment, pour jouer, qu'il soit comédien ou acteur. Le masque qu'on porte tous dans la vie. J'ai vu également dans la presse qu'on vous demandait à quel point le personnage était vous ou pas. Donc j'ai l'impression que ce thème du masque vous plaît bien. Et ça commence en effet toujours par le nom et l'identité. Vous venez d'évoquer le véritable nom de l'acteur. Est-ce que vous pourriez nous lire ce passage ? Ouais. Albert Stéphan est mon nom d'acteur. Jean Damien, un patronyme qui ressemble à un prénom composé. À chaque rentrée scolaire, c'était la même rengaine. Jean Damien comment ? Ironise Aimé Labadince. J'aime bien ce mot, Labadince. Je l'ai trouvé un jour chez Labiche et depuis, je le recase à chaque fois que je peux. Rue d'à pauvres gens, j'aime bien aussi. Les pièces de théâtre m'ont fait adopter tout un tas d'expressions surannées qui faisaient souvent rire ma fille. Et j'adorais faire rire ma fille. C'était même mon activité principale. Ce soir, au dîner, je n'ai pas réussi à soulever ce voile de tristesse qui floutait son visage. Dans ma province normande, je suis une gloire. Plus on se rapproche de ma rue d'enfance, et plus je suis connu. Pont-Audemer dans l'Eure est donc l'épicentre de ma notoriété. Je me suis longtemps creusé les méninges pour me trouver un nom d'artiste. J'étais à 2 doigts de garder le mien, par manque d'idées lumineuses, mais également et peut-être surtout parce que je ne me voyais pas, dans quelques années, revenir chez moi en comédien raté, l'état civil pleurant le mascara, et ajouter à l'échec d'une vie rêvée le ridicule d'un pseudonyme qui me collerait désormais au chagrin comme un bouton de fièvre, emblème boursouflé et ridicule de ma déroute.
À l'aube de ma carrière, encore élève au conservatoire, une directrice de casting aux cheveux gras s'est crue autorisée depuis sa caméra à me signaler que Jean Damiens ne marcherait jamais. T'irais voir un film avec Jean Damiens en tête d'affiche? Je ne sais pas quoi répondre. Alors elle profita de mon silence pour me souffler dans une brume de cigarette. Bah tu vois, moi non plus. À la suite de ce rendez-vous déstabilisant, j'ai passé une bonne partie de la nuit à me chercher un nom, persuadé qu'elle avait raison. Le manque de légitimité m'a longtemps fait croire que tout le monde avait raison. J'ai pensé furtivement trouver la combine avec le nom de jeune fille de ma mère. Prends tout. Mais immédiatement, en y accolant mon prénom, mes espoirs sont tombés à la baille. Tiens, Baille, Noiret, Depardieu, Boringer, Giraudot. Ils ont fait comment? Je tournais et retournais mes angoisses existentielles dans le sac de couchage qui, à l'époque, me tenait lieu de couette. J'étais en 2e année de conservatoire et convaincu que si je ne changeais pas de nom cette nuit, je n'y arriverais jamais. Vers 3 heures du matin, l'illumination. Aucun nom, mais une idée. La réponse se trouvait sur les boîtes aux lettres de mon immeuble. J'allais trouver, c'était certain. J'enfilai un jogging et je descendis de mon 7e étage, pieds nus, le cœur battant. Je m'étais imposé une obligation de résultat. Je m'autorisais à prendre un prénom sur une boîte et le nom sur une autre. Il y avait un Raymond le pêcheur, une Sophie Benamon, Jean Benamon, ça faisait trop vieux. Étienne Schmitt, je le retins. Les pieds gelés, je continuais. Un couple rentrait de soirée, un bonsoir jeté par-dessus l'épaule. Pour me donner une contenance, je m'occupais de ma propre boîte aux lettres. Ils gloussaient en se papouillant, me regardaient bizarrement. Ils prirent leur courrier, puis m'adressèrent un salut rigolard avant de disparaître dans l'escalier. Julie et Stéphane recordaient. C'était le nom du petit couple bambocheur. Stéphane, c'était hors de question. Mais soudain, me revint l'être à un inconnu de Stéphane Zweig. Stéphane, avec un F. Je l'associais immédiatement en me dodinant d'un pied mort à un pied en passe de lettres, au Schmitt, déjà repéré. Mais ça sonnait trop au trichon gris. Et puis, en repassant devant les premières boîtes, je découvris un Albert Fleury qui m'avait échappé. Bingo, Stéphane devint mon nom de famille et Albert mon prénom. Albert Stéphane, Albert Stéphane, Albert Stéphane, Albert Stéphane. L'escalier résonnait de ce nouvel état civil. On touche donc le thème des masques qui vous inspire, je le disais. Est-ce que vous pourriez partager avec nous toute cette grande question qui est celle d'un comédien et d'un acteur, du fait de changer de masque, de prendre des identités différentes et d'avoir sa propre identité? Est-ce que dans la vie, on a aussi peut-être dans sa vie à soi, sa vie personnelle, cette question et ce problème du masque qui peut revenir et vous troubler en tant que comédien, en tant qu'acteur, en tant qu'auteur? Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé à faire du théâtre en pensant ça, exactement. Qu'il y avait des changements d'identité, qu'on allait incarner un personnage, qu'on allait se fondre dans un personnage. Et plus ça va, et plus je trouve que c'est totalement faux, en fait. Qu'un acteur n'incarne pas un personnage. Il incarne une écriture. Il bosse sur une écriture. Et finalement, c'est le public qui renvoie l'idée d'un personnage, qui voit un personnage. Le personnage est une illusion, j'allais dire optique, mais d'âme, de conscience. C'est en toute conscience, vous dites « Ah ouais, j'y ai cru, c'était un personnage ». Mais l'acteur, lui, pense à plein de choses. Et je pense que si on pouvait mettre un appareil qui pouvait lire les pensées d'un acteur ou d'une actrice en train de jouer, on serait tous très déçus du résultat. Et parce qu'un acteur pense, comment dire, à la mise en scène. Quand on joue, on a des contraintes de mise en scène. On sait qu'on doit se placer là, que la lumière vient de là, que ma partenaire est ici, que dans 5 minutes, elle se met à pousser un cri et que nana, et que moi, je dois faire semblant que, oh, ça me surprend. Et donc, on a... La conscience d'un comédien, quand il joue, est encombrée de choses à faire, à penser, tout en disant un texte. Donc, on voit bien qu'il ne peut pas... on ne peut pas être quelqu'un d'autre que soi-même. On peut donner l'illusion de ça, mais on ne peut pas être quelqu'un d'autre que soi-même. Et justement, plus ça va et plus je me dis que la beauté, la force et la difficulté de ce métier, c'est justement de rester totalement soi-même avec l'écriture de quelqu'un d'autre. Mais l'écriture vous change. Et c'est ça qu'un jeune comédien n'arrive pas à comprendre. C'est que quand je travaille, pour prendre des rôles plus récents,
La vie de Galilée, par exemple, de Bertolt Brecht, quand on joue Bertolt Brecht, quand on apprend son texte, Galilée, dans la pièce de Bertolt Brecht, quand on travaille, quand on vit avec cette écriture, on voit bien qu'il n'y a pas 36 000 façons de dire ça. Et que ce que dit Galilée, la façon dont il le dit, cet appétit qu'il a de savoir derrière ce qu'on croit savoir, de transmettre à un enfant, à sa servante, au pape, à tout le monde, d'écrire pour tout le monde, cette générosité-là entraîne une voix. Et si ça entraîne une voix, ça entraîne un comportement. Et c'est pas la même chose que de jouer Don Juan, qui a un autre discours, un autre regard sur la vie. Mais c'est l'écriture qui va faire que vous allez changer. C'est les mots. C'est pour ça que, sans être bienvenu à l'église de Créteil, mais au commencement, au théâtre, était le verbe. C'est le verbe. C'est le verbe qui prime. C'est la façon dont on s'empare du verbe qui va faire que, je ne vais pas parler de la même façon. Mais sans vouloir changer de voix. C'est l'écriture qui va me faire parler différemment. Et qui va naturellement m'emmener quelque part. Et c'est vrai, par exemple, quelqu'un comme Galilée, qui est généreux, qui aime manger, qui aime boire, qui le dit dans la pièce, qui sacrifie tout pour un bon mot, un truc, un bon repas. Même à la fin, il demande qu'on prépare avec les oies qu'on lui apporte. Fais-moi le foie, dit-il à sa fille. Elle a toute faim alors qu'il est tout tremblant et quelques jours de mourir. Elle va me faire rôtir le foie des oies et il va manger. Voilà. Et tout en demandant, et ce seront ses derniers mots, comment est la nuit ? Claire, lui répond sa fille. Et jusqu'au bout, il reste en appétit comme ça. Eh bien, c'est rare d'avoir quelqu'un qui aime la vie, qui aime manger, qui aime étudier, qui aime partager, et d'avoir une petite voix comme ça. C'est rare d'avoir un ton un peu pincé quand on est généreux. Je ne dis pas qu'il y a une voix de l'homme ou de la femme généreuse, mais en général, cette rondeur, cet appétit s'entend dans les mots, s'entend dans la façon, dans la profération. Tout s'entend. La voix nous trahit. Et comme ce qui génère la voix au théâtre, c'est le texte, donc c'est le texte qui va vous modifier. Et finalement, au théâtre, ce qui prime, et c'est valable au cinéma, mais ce qui prime, c'est faire passer le texte. Parce que la condition pour que vous existiez en scène et que les gens voient un personnage, c'est que vous, en face, vous compreniez. Et pour comprendre, il faut entendre. Mais ça, quand vous dites ça à un comédien, un jeune comédien de 20 ans à l'école, il vous trouve chiant à mourir. Parce que lui, il a envie d'incarner, il a envie de s'exprimer, de sortir ses tripes, de montrer qu'il est à la fois Don Juan et Titus et machin et trucs. Chose qu'on ne saura jamais. Quelle prétention de penser qu'on va être Don Juan. Je l'ai joué, moi. Donc, c'est vous dire l'écart. Et non, la piste psychologique est une impasse. Est une impasse totale. Totale. C'est pour ça que je ne crois pas à tout ce que disait Stanislavski, qui lui-même, à la fin de sa vie, revenait un peu sur ce rigorisme psychologique, cette introspection psychologique du début. Mais justement, sur cette introspection psychologique, vous disiez on est toujours soi-même finalement. Ça va être une des grandes questions dans le livre d'Albert Stéphan, puisque lui qui avait été négligé, oublié, le cinéma s'intéressait plus à lui, son avatar, Pascal Pélisson, lui, cartonne, et même lui-même, Albert Stéphan, se trouve différent, étonnant. Il joue comme il n'a peut-être jamais joué, il est bien meilleur que ce qu'il n'a jamais été. Et là va se passer toute la question de la deuxième partie du livre, c'est-à-dire comment gérer ça, quelle angoisse cela va-t-il faire naître chez lui. Vous disiez on est toujours soi-même. Lui, je crois qu'à un moment, il ne sait plus exactement, puisque Pascal Pélisson, lui, est adoré, et au même moment, quand Albert Stéphan continue d'aller dans les premières, lui est toujours aussi méprisé par tous ses contemporains. Et en fait, ce personnage, Albert Stéphan, n'a pas pu s'oublier.
Et sous le masque, il s'oublie. Vu que, quand on le regarde, on ne le voit plus. Voilà, il a du silicone, il a une chevelure, des yeux bleus, les dents du bonheur. On voit un berger de Provence qui réussit dans le cinéma. Et finalement, c'est ça qui est aussi compliqué à expliquer aux jeunes comédiens, c'est que quand on est jeune, il y a quelque chose, il y a une peur, donc on pense qu'on est le problème, et on est suffisamment prétentieux pour penser qu'on va être la solution à ce problème. Et moi, j'ai envie de dire, vous n'êtes ni le problème, ni la solution. En fait, vous ne m'intéressez pas au théâtre. Quand je bosse avec des jeunes comédiens, je leur dis, ce que vous êtes dans la vie, je m'en contrefiche. Voilà. Ça n'a pas sa place sur scène. Ce que je veux entendre, moi, c'est votre rapport au texte. Qu'est-ce que vous allez me faire avec ce texte? Comment vous allez me le dire? Et que tu aies l'âge du rôle ou pas, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ton orientation sexuelle, je m'en contrefiche. Ça n'a pas sa place. Je m'en fous. C'est pas le débat. Donc, dis-moi le texte. Et si je l'entends, si tu me le fais entendre, et donc comprendre, ah ben moi, tu vas exister complètement. Donc, c'est pas une disparition, mais c'est en acceptant de ne pas être un préalable. Vous vous rendez compte quand même, quand on entre en scène, on impose déjà énormément de soi aux gens. J'impose mon physique, pour ceux du premier rang, éventuellement l'odeur de mon parfum. J'impose... Enfin, donc raison de plus pour penser à autre chose. Et travailler sur autre chose, puisque je suis déjà une condition sine qua non. C'est moi, voilà. Et c'est ce que je dis toujours. Par exemple, vous prenez Tartuffe, l'entrée en scène de Tartuffe, mais on peut faire l'expérience, mais il faudra avoir un peu de temps, elle est inratable. Même si vous êtes la pire des brels de comédiens qui soient, pourquoi c'est inratable? Avant que de parler, évidemment. Dès que vous ouvrez la bouche, là, on peut se rendre compte que vous êtes mauvais ou pas. Mais tant que vous la fermez, vous arrivez, les gens vous regardent. Pourquoi ils vous regardent? Parce qu'on a parlé de vous pendant 2 heures. Enfin, 2 heures, 2 actes. Voilà. Pendant 2 actes, on parle de Tartuffe. Avec, oh, le pauvre homme, etc. Vous connaissez la pièce sûrement. Donc, quand Tartuffe arrive, il impose quelque chose d'énorme. Mais c'est pas lui, le comédien, par son travail, par son... Dire, je vais rentrer par là, Non, on s'en fout. C'est parce qu'on parle de toi. Donc déjà, ça ne dépend presque pas de lui, en fait. Même ça, j'enlève le presque. Ça ne dépend pas de lui. La pièce est construite comme ça. Et donc, c'est... La meilleure façon de s'oublier, c'est de s'intéresser à autre chose que soi. Et ça tombe bien, il y a un texte. Donc, intéressez-vous au texte. C'est ça que je dis tout le temps. Et je prends l'exemple dans la vie, par exemple. On est toujours plus fort, plus courageux, plus pertinent quand on aide quelqu'un que quand on s'aide soi-même. On accepte des choses contre soi qu'on n'accepterait pas pour quelqu'un qu'on aime. Les mêmes mots agressifs, on va se mettre à dire « Mais comment tu lui parles? Ça va pas, non ?» Et nous, on va dire « Quoi? Mais comment tu me parles ?» Ben non. On va se défendre mollement, parce qu'on a peur, parce que, je sais pas, pour plein de raisons. Mais l'autre, on est intransigeant. Quand on aide l'autre, on est intransigeant. Et quand on le soutient physiquement, on est plus fort. Eh bien, c'est ce que je dis avec le texte. Soyez, missionnez-vous pour le texte. Ayez comme seule pensée, comme seul sous-texte, comme on dit, dans le métier, que est-ce que vous m'avez compris quand je parle? Est-ce que vous m'entendez? C'est ça le sous-texte d'un comédien. Derrière chaque phrase, c'est comme si, idéalement, il faudrait être capable, comme dans le théâtre brechtien, avec le fameux Verfremdungseffekt, cette distanciation, mais être capable de s'arrêter et de dire « Vous m'avez compris? Vous êtes d'accord avec moi quand je dis ça ?» Là, il me reproche d'avoir dit du bien à quelqu'un, etc. Et c'est la première scène du misanthrope, voilà, Philinte qui arrive, l'autre Alceste courroucé parce qu'il a osé dire du bien de quelqu'un alors qu'il ne le connaît pas.
Et donc ce débat-là, on devrait être capable, l'acteur qui joue Philinte, l'acteur qui joue Alceste, de tout d'un coup dire « Mais attendez, vous êtes d'accord avec moi? Non, ça se fait pas de faire ça. » C'est-à-dire s'intéresser non seulement au texte, mais à ce que dit le texte. Et faire de vous des aficionados de ma cause textuelle. Mais le personnage, on s'en fout là-dedans. C'est parce qu'on arrivera à transmettre ça qu'on deviendra le personnage. Et donc, finalement, c'est en acceptant de ne pas être un préalable que, finalement, l'acteur va rayonner. Mais c'est pas en s'imposant, c'est pas en imposant sa vision psychologique du rôle, c'est pas en... C'est ça, pour moi, s'il y a un paradoxe dans ce métier, c'est bien celui-là. C'est ne t'intéresse pas à toi, intéresse-toi au texte, mais si tu t'y intéresses bien, tu vas apparaître. Voilà. Et dans les vecteurs simples pour pouvoir transmettre un texte, vous parliez en effet même de la voix, du texte qui est écrit, il y a aussi le plaisir, j'imagine, de jouer. C'est le dernier texte que vous allez nous lire et qui concerne là le plaisir, non pas de jouer au théâtre, mais de jouer au cinéma. Albert Stéphan allait tourner un film. En gesticulant dans ce restaurant, je réalisais à quel point le cinéma m'avait manqué. Pas les films, je n'ai jamais été cinéphile, mais faire du cinéma. L'ambiance d'un tournage, l'équipe, les pauses déjeuner sous les toiles de tente bruyantes, du chauffage pulsé en hiver et étouffante de chaleur en été. Ces colliers de camions noirs ou blancs alignés sur les trottoirs des villes, ces rubans de rubalises délimitant les zones d'exclusivité artistique que le passant contournait et qui nous mettaient à l'abri de la cacophonie du monde extérieur. J'ai toujours adoré le pouvoir d'un tournage sur l'ordre établi des choses. Cette cloche de verre que l'on pose sur l'espace public pour que poussent nos salades. On fait râler, on fait baver, on impose nos merveilles illusionnistes, notre essentiel de pas grand-chose, à grand renfort d'autorisation municipale et avec la complicité de la maréchaussée. Le cinéma ouvre des portes d'ordinaire fermées. Il déroule ses câbles et gare ses camions comme un Jean-Foutre. Ce Barnum de quelques semaines où naissent des amours et des amitiés, des engueulades et des tensions qui seront notre AFP, reléguant les guerres, les grèves, les attentats, les faillites et les OPA de l'autre côté de nos barrières égoïstes. J'ai toujours aimé tourner, sans jamais trop comprendre comment ce grand bazar fonctionnait. Je n'ai jamais su, en fait. J'ai refusé de m'y connaître. Au théâtre, j'ai accepté de comprendre 2 ou 3 choses, mais au cinéma, jamais, pas envie. Retenir les caractéristiques des objectifs que l'on cliquette sur la caméra avec le sérieux d'un préparateur qui accroche une bombe sous le ventre d'un avion de chasse, les filtres, le nom des barres, des pinces, des étoiles, des projecteurs, des cales, toute cette quincaillerie rangée dans des caisses de métal aux mousses thermoformées. Je regardais tout ça admiratif, je donnais des coups de main, mais sans chercher à m'y connaître. Chacun à sa place. Les comédiens qui bombardaient de questions les équipes techniques m'ont toujours emmerdé. Leur repérage ostentatoire en vue du grand jour, ils feront leur long, qui les positionnait déjà sur le marché de la réalisation. J'aime jouer, et c'est tout. Pour moi, le cinéma est un terrain de jeu, à la fois plus petit et plus grand que le théâtre. Un truc bizarre, où des dizaines de personnes s'échinent bien avant toi pour préparer le bac à sable dans lequel tu vas patauger 5 minutes. Au théâtre, tu es ton ingénieur du son, ton cadreur, ton monteur, ton mixeur, ton étalonneur. Tu dois non seulement savoir ce que tu joues, mais aussi comment le faire passer. Au cinéma, on t'équipe. Tu es cerné de machines qui mettent un temps fou à se régler, et au moment où tu n'y croyais plus, une jeune personne habillée comme pour un raid en Patagonie, les hanches ceinturées de talkie-walkie réglées 1 fois sur 2 sur le mauvais canal, vient te chercher pour aller dire tes 3 phrases. J'ai toujours fait partie de la catégorie des premières prises, cette élite orgueilleuse pour qui en faire une deuxième est un échec. L'art d'être prêt au bon moment. Le cinéma demande des qualités de héron, cet oiseau qui attend pendant des heures au point d'eau, figé, avant d'attraper d'un coup le poisson et de s'envoler. Cénobite sur un fauteuil en toile la majeure partie de la journée et viking en de courts instants. J'ai toujours aimé ce définitif de chaque jour. Chaque jour est une première à réussir. Chaque jour doit s'enregistrer du matériel sur lequel on ne pourra plus revenir. On se retrouve pour accomplir une mission
codée sur une feuille de service, et cette feuille que l'on découvre la veille au soir sera déchirée fièrement ou avec regret en fin de journée. Ce moissonnage quotidien colore nos bonjours et nos bonsoirs. Chaque journée porte en elle ses montagnes à gravir. Chaque journée fait trembler, recèle son coup à faire, son hold-up, sa mise à rafler. Et ce sel-là m'a manqué, tellement manqué. Philippe Torreton, notre entretien touche bientôt à sa fin. Eh ben non. Ça dure jusqu'à minuit et demi. On va nous distribuer des repas dans quelques instants pour la pause déjeuner. Non, mais pardon, mais je voulais juste conclure avec ça parce que souvent, ce que disent les acteurs sur leur métier, c'est très souvent exagéré et faux. Le métier est beaucoup plus beau et plus noble que les histoires extraordinaires qu'on raconte d'identification à un personnage, que je me suis perdu dedans, qu'il a vu en moi que j'étais le personnage. Tout ça est faux, fondamentalement faux. Alors, ils sont sincères dans la faussitude, mais ils sont, comme dirait Ségolène, ils sont... Je pense qu'il y a une part de sincérité, mais c'est totalement faux. Et c'est là où je trouve que le métier est encore plus extraordinaire que ça, parce que ça a l'air basique, ce que je dis sur le texte, mais c'est une montagne. C'est une montagne incroyable. Michel Bouquet, à 91 ans, relisait Tartuffe tous les soirs avant de le jouer. Non pas... Alors, il devait un peu trembler de la mémoire, mais aussi pour savoir s'il n'a pas oublié quelque chose, une information. Et il dit, ce qui est extraordinaire avec Molière, c'est qu'il y a toujours quelque chose qu'on a oublié. Je l'imite très mal. Mais il y avait de ça. Et effectivement, tous les comédiens pourront vous dire, quand on arrête une pièce et qu'on la reprend 6 mois après, tout d'un coup on se dit, mais la phrase, elle est mieux comme ça, en fait. Je la dis plus simplement, c'est plus... Tout le monde essaye d'écrémer comme ça au fur et à mesure. Et on voit bien qu'on tend vers quelque chose qu'on comprend devenu plus âgé. Mais pour le comprendre âgé, il faut avoir fait plein de conneries jeune, en fait. Mais on ne peut pas commencer par être vieux. C'est ça qui est chiant. Sinon, on gagnerait un temps fou. On aurait tous des Césars et tout ça. Mais non. Dans la vie, c'est pareil. Bah ouais, on a beau dire, fais pas ça, tu vas te casser la... Eh ben, il s'est cassé la gueule. Mais bon, c'est ça. Et en même temps, la qualité du vieux qu'on sera, du vieil interprète qu'on sera, dépend de la qualité des conneries aussi qu'on fera jeune. Donc tout ça est... Voilà. Mais c'est... le travail d'écriture est un travail extraordinaire. Et c'est ça que je voulais dire vraiment. C'est pour ça que j'écris d'ailleurs aussi, mais c'est un territoire incroyable. Pour préparer un texte que je vais faire la saison prochaine, je fais ma pub en même temps, hein. Vous verrez ça à Paris, au Théâtre des Abbesses, au mois de mars. C'est Le Funambule de Jean Genet. Donc, c'est pas une écriture simple, parce que le monsieur n'avait pas forcément le souci d'être bien compris par tout le monde. Je pense même qu'il nous méprisait un petit peu, tous, autant qu'on est. Mais il a écrit des pages incroyables sur le cirque, sur l'art du cirque, sur l'amour de ça, sur ce qu'est un artiste, voilà, cette étincelance comme ça, fugitive. Et bien, ça fait 3 ans que je me coltine ce texte. 3 ans. Alors, évidemment, je fais autre chose, j'écris, j'ai d'autres... Je fais du théâtre et un peu de cinéma, mais quand même, je suis bien heureux d'avoir ces 3 ans-là, parce que c'est extrêmement difficile à se mettre en bouche et à comprendre, tout simplement. Et voilà, donc vive le texte et vive l'écriture. Merci d'être là. Je voulais vous poser une toute dernière question. Une toute dernière, et on vous libère avant minuit. Je voulais vous demander si vous auriez un conseil pour tous ceux qui sont dans la salle et qui sont timides, qui aimeraient se lancer un jour, que ce soit en écriture, pour le cinéma, pour le théâtre. Je sais par exemple qu'en France, il y a 1 personne sur 3 qui dans sa vie écrira un manuscrit, alors qui sera publié ou pas, qui sera lu ou pas. Si vous aviez un conseil à donner à tous ceux qui ont envie de se lancer dans quelque chose de créatif et qui n'osent pas, est-ce que vous pourriez le partager avec nous? Oui. Et promis, on se quitte. C'est Molière qui a la réponse, il fait dire ça à Don Juan. Il faut faire et non pas dire. Faites. Qui que vous soyez. Et de toute façon, vous ferez de la merde. Sentez-vous... Mais c'est vrai.
même si c'est génial. Mais on est tous en panne de légitimité. Voilà. Pourquoi? Parce que, alors c'est peut-être un trait français dans notre éducation, qui est souvent punitif, qui est souvent... On a des notes à l'école, donc même quand on a un 17, on se dit, putain, l'autre il a eu 19. On n'arrive pas à se contenter de la bonne note qu'on a eue. Donc tout est fait pour que finalement, il y a toujours mieux que soi. Il y a toujours plus beau, plus grand, plus fort, plus intelligent. Donc de toute façon, même si objectivement, vous pondez quelque chose de formidable, il y aura quelque chose en vous qui vous dira « c'est de la merde ce que tu fais ». Donc, soyons clairs dès le départ, on va faire de la merde. Mais faisons-la jusqu'au bout. Et puis c'est en continuant. Comme je disais dans un précédent roman, mon personnage donne des cours de littérature à un jeune étudiant. Il lui dit « mais arrête de copier les autres. Ne cherche pas du style. Le style, ça se cherche pas. Ça se subit. » Je pense que tous les auteurs se maudissaient de ne pas être machin ou truc, de ne pas écrire comme etc., etc. Et je dis à un moment donné, le style, c'est l'estime de soi qui finit par se faire confiance. C'est qu'à un moment donné, à force d'écrire, à force de faire lire, à force d'avoir des retours, on se dit, bon, bah c'est peut-être pas si mal. Et du coup, quelque chose va se déposer un peu comme on se soulage un peu les épaules et on se met à écrire plus librement et ça devient un style. Mais qu'on n'a pas cherché, qui est venu comme ça. Donc, écrivons, faisons. Que dans tous les métiers artistiques, commençons quelque chose. C'est ce que dit très bien Charlotte Delbo, qui dit « mais je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à rire, à chanter, parce que ce serait trop bête à la fin, que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. » Bonsoir. Merci beaucoup Philippe Torreton. Merci beaucoup.